got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got soul in my feet. I feel that. Oui! Allez, plus fort! Vous pouvez les encourager bien fort. Ils arrivent, hein. Ils sont là, ils sont là. Le goût. Oh là là, le goût. Et si c'était les autres, les véritables architectes de nos goûts? Et si ce qu'on croit aimer n'était qu'un reflet, un écho, une réflexion? En plus, la fameuse citation de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres », issue de sa pièce Huis clos parue en 1944, je me suis posé une question. Comment et pourquoi nos actions et même nos pensées sont-elles dirigées vers les influences extérieures? J'ai ma réponse. Bah oui, il suffit de vous regarder. Vous êtes les mêmes, hein. Non mais vraiment, vous likez les mêmes vidéos, vous portez les mêmes marques et vous regardez même les mêmes vidéos sur YouTube. Et si vous avez YouTube, vous avez probablement un smartphone. Mais quel smartphone, à votre avis? Un iPhone? Ben ouais. Non mais, sérieusement quoi. Si vous adoptez tous un iPhone, vous êtes vraiment les mêmes. Et en plus d'avoir les mêmes goûts qui sont... voilà quoi. Eh ben ce mimétisme vous fait cautionner l'indéfendable. Pendant que vous êtes assis là, en train de me regarder, de m'écouter, enfin, j'espère, des enfants en RDC sont en train de mourir dans les mines pour vous ramener du cobalt. Parce que vous le méritez. En fait, en 2024, selon le dernier rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, 16 845 enfants travaillent dans les mines, étouffés. Pour qui? Pour vous. Vous le méritez, hein, franchement. En fait, c'est plutôt 361 000 enfants qui sont identifiés dans des travaux considérés comme très dangereux pour vous. Mais bon, vos goûts, eux, ils traversent les frontières, ils traversent les continents. Vos goûts, eh ben, ils tuent à l'échelle mondiale. Oui, ils tuent à l'échelle mondiale. Prenez Gaza, par exemple. Vous buvez un coca? Bravo! Vous participez à un système qui banalise la souffrance. Mais bon, vous vous êtes amélioré, non? Oh non, j'ai changé d'avis. Bon, au pire, continuez à vous dire que vous avez du goût. Continuez à confondre liberté et imitation. Mais surtout, 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 ne changez pas. Parce que, soyons honnêtes, un troupeau sans conscience, c'est plus facile à guider, non? Vous êtes vulnérables. On est vulnérable. J'ai un seul critère un peu systématique, qu'elle ne soit pas trop sportive. Bah oui, quand on court après une fille, c'est plus simple, si elle est asthmatique. Voilà. D'habitude, ça commence toujours pareil. Et ça finit toujours pareil. Je me lasse avant même de l'enlacer, je m'en débarrasse avant même d'en avoir assez. Je ne lui dis même pas au revoir et je suis lâche au moment de la lâcher. Du jour au lendemain, je change d'avis, d'attitude, d'envie. Je ne laisse même pas une photo. Je la retourne tellement vite, ma veste, qu'elle se demande si je n'ai pas de problèmes mentaux. Ça s'arrête net et court, un vulgaire jeudi, quand l'amour de l'illusion disparaît en même temps que l'illusion de l'amour.
C'est étrange, non? Comment on peut tout effacer d'un coup comme si rien n'avait d'importance? Comme si on n'avait jamais vraiment été là? J'ai l'impression de jouer à un jeu où les règles changent en permanence, mais où je suis le seul à savoir qu'elles n'ont jamais existé. J'ouvre des portes, j'en ferme d'autres, mais derrière, c'est toujours le même vide. Ce vide que je me fais peur à combler, avec des rêves fuyants, des promesses non tenues, des moments suspendus. Et pourtant, je continue. Parce que c'est plus facile de fuir que de rester, de se confronter à l'ennui de ce que j'ai laissé. Parce qu'au fond, ça me rassure de savoir que tout ça finira un jour. C'est mon petit confort à moi, ma manière de tout effacer avant même que ça n'ait de chance d'être réel. Et peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que je n'ai jamais cherché autre chose que ce que je fuyais. Une vraie connexion, quelque chose qui me demande de rester. Mais comment y arriver quand on se sent déjà trop loin, trop blasé pour recommencer? Alors je vous le dis, peut-être qu'au final, ce que je fuis n'est pas le problème. Ce que je fuis, c'est moi-même. Et c'est là où se trouve la vraie leçon. Fuir les autres, fuir les relations, ça ne fait que nous fuir nous-mêmes. On peut courir longtemps, mais à un moment donné, il faut accepter de se regarder en face, de s'arrêter. Parce que même si on se cache derrière des excuses, des promesses non tenues ou des fuites incessantes, l'amour, la connexion, ça ne se construit pas sur la peur. Ça se construit sur la confiance, sur le fait d'accepter que parfois, être vulnérable, c'est la seule manière d'être en fort. Alors à ceux qui m'écoutent, prenez le temps de vraiment voir les gens autour de vous. Ne fuyez pas ce qui peut vous apporter de la paix et de la vérité. Parce qu'au final, fuir l'amour, c'est surtout fuir l'occasion de se connaître soi-même. Merci. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Qui n'a jamais entendu ces mots? À qui, dans cette salle remplie, n'a-t-on jamais dit cette magnifique philosophie qui nous entraîne inconsciemment dans ce sublime châtiment, où toutes nos minutes sont réservées au service de la productivité? Je remplacerai cette célèbre citation par une nouvelle version. L'avenir appartient à ceux qui ne dorment jamais. C'est une phrase que certaines et certains ont trop pris en main. Comme ce garçon qui rêve de devenir ingénieur. Lycée, tutorat, cours de prépa, devoirs, bénévolat. Ce soir, il ne dormira pas. Et ça, tous les jours. Ils appelleront ça de la bravoure. Mais c'est en réalité un concours où le grand prix est son amour. Son amour propre, pour être précis. Qui est inexistant sans ces idioties. Idioties que sont les notes, qui sont comme une paire de menottes. Car en effet, quand un 17 n'est plus assez, la pensée même de se reposer ne peut plus exister. Alors que ce garçon croulait sous la fatigue de cette surexploitation, qu'il s'était d'ailleurs lui-même imposé pour assurer son futur idéalisé. Au final, il n'avait plus de moment banal. Tout pour sa culture,
car il est bien connu que se reposer serait une désinvolture. Mais dans ce cercle vicieux, où juste ne rien faire est honteux, la simple pensée de se reposer le fait culpabiliser. Il commence à réaliser que sur cette lancée, il risque de se brûler. Se brûler avec la flamme qu'il a lui-même allumée. Mais impossible de s'arrêter, lui qui est si bien lancé. Alors, il ne se nourrit plus que d'économie, de philosophie, de théorie. Les nuits, elles aussi, se sont nettement amincies. Il y trouvait un certain confort. Cela lui évitait de ressasser ses torts. Mais la pression face à ses notes le hante. Elle est devenue omniprésente. Et puis, un jour, après avoir longuement travaillé, il a écopé d'un horrible 8 pointé. La copie sous le nez et ses yeux ne s'arrêtaient plus de pleurer, au point qu'il ne puisse plus respirer. Il sentait la crise monter, le thorax comprimé, les poumons troués, tout s'accélérer. 3 ans d'efforts gaspillés. Il crut que son cœur allait s'arrêter pour un 8 donné. Vous vous demanderez sûrement pourquoi vous ai-je raconté cet événement. Ce à quoi je vous répondrai avec un exemple concret. Regardez à votre gauche, regardez à votre droite. Vous ou l'un de vos deux voisins subissez un stress constant à l'idée d'examen? Car en effet, une étude a montré qu'une personne sur 3 subissait un stress intense lié à sa scolarité. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Comme si le stress ne suffisait pas. C'est 27% des suicides chez les ados qui sont liés à ce fardeau. Fardeau que j'ai nommé Parcoursup, la porte d'entrée, dont la promotion est largement assurée sur une certaine application. Je parle évidemment de TikTok, le réseau des routines en toc. Qui n'a jamais vu un vlog d'une influenceuse en vogue, qui romantise l'esclavage moderne, cette bêtise. En disant ça, je risque de vous choquer, vous offusquer, peut-être même vous scandaliser. Mais quand nos plus belles années sont réservées à cette monstruosité qui nous pousse à travailler avec excès si nous voulons être sélectionnés. Chez les lycéens, c'est 83% qui trouvent ça stressant. Et ça, l'État le sait déjà. Mais comment puis-je oser affirmer ça? Tout simplement car mes sources proviennent du site du ministère de l'Éducation. Étonnant, non? Je pourrais continuer à vous parler de tout ça, mais vous le vivez déjà. Je souhaitais juste vous rappeler que vos notes ne vous seront pas tatouées. Personne ne peut vous juger pour une évaluation ratée ou une note que vous avez eue au lycée. Je finirai par rajouter que vos notes ne vous définiront jamais. Un jour, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce donc moi qui ramasse les affaires qui traînent sur le sol? Je n'ai trouvé qu'une seule réponse, parce que je suis femme. Mais ensuite, je me suis dit, non mais quand même, on est en 2025, c'est fini ces histoires de femmes à la cuisine et d'hommes au travail. Ah, si seulement c'était vrai. Alors, j'en suis venue à m'interroger si l'on pouvait se considérer comme égaux quand en fin de compte, plus de la moitié de la population adapte ses vêtements en fonction des transports et fait attention à ne pas être seule la nuit comme le jour. De là où je suis, je les entends. Dans les actualités, sur les réseaux autour de moi, je les entends. Ces femmes qui débordent de par ce qu'elles ont vécu, comme le viol, la soumission, la violence, le jugement, les attouchements et par-dessus tout, le dénigrement. Écoutez-moi, j'ai essayé d'être comme toi, mais la réalité ne me l'a pas permis. Il y a bien trop d'écart entre les chiffres, trop de risques d'échouer, de se faire mal, de ne pas réussir, ou encore de ne pas être accepté dans ces sociétés régies par l'homme. Désormais, j'ai donc décidé d'être lucide avec moi-même et de ne pas me mentir, mais seulement de croire dans la réalité des faits et rien d'autre que leur réalité. Tu sais, moi aussi je me suis souvent questionnée sur cette société. Pourquoi m'a-t-elle attribué le rose, alors que ce n'est même pas à elle d'en décider? Puis, je dis elle, mais au final, je devrais dire il, en vue de la place conséquente que les hommes se sont attribués dans celle-ci. Ont-ils conscience des problèmes qui fusent dans nos têtes? Parfois, il m'arrive de me demander ce que l'une de mes sœurs aurait subi là où elle vit, et ma réponse à cette question me terrifie. Je me glace le sang à penser que maintenant, une d'entre elles est abusée.
Mais quels sont leurs principes auprès de notre sexe? Mis à part le contrôler à travers nos passions, nos vêtements, notre langage, notre aspect, nos fréquentations, nos envies et nos avis. Dites-nous lesquels, messieurs? Et pourquoi certains d'entre eux auront déchaîné toute leur haine sur leurs aimés au point même de les tuer? Le Covid-19 aura bien révélé aux yeux des Français ce que l'homme lui-même peut causer. Je parle bien sûr de la part importante des Français mortes. Les faits étant dit, j'aimerais désormais partager avec vous ce qui est selon moi le vrai féminisme et non pas celui de surface. Le vrai féminisme est celui qui te défend toi, femme, comme tu es, sans même regarder ta manière de t'habiller, que ce soit en short ou en abaya, les cheveux rasés ou voilés. Le vrai féminisme ne fait pas de différence entre elles. Il ne défend pas seulement une catégorie d'entre elles. Il ne fait pas le choix entre celle-ci ou celle-là, mais il les prend toutes dans ses bras, juste parce qu'elles sont femmes. Ainsi, il est important de lutter afin de ne pas abandonner ce que nous avons nous-mêmes fondé, et cela sur des années. Entendez-nous et regardez-nous. Cessez d'aboyer sur les féministes et de leur dire « vous en abusez trop », puisque selon vous, c'est le cas. Mais allez donc dire cela à ces talibans en retirant le droit au travail et aux études à ces femmes. Et qui en plus leur interdit de s'éloigner à une distance de plus de 70 km de leur maison, à moins qu'elles ne soient accompagnées par l'un d'entre eux. À ces dirigeants ayant posé plus de 400 lois étatiques contre l'avortement en l'espace de 11 ans, et ces Américains normalisant le viol de ces femmes enceintées sans leur consentement. On en abuse trop, mais rendez-vous compte que dans l'armée américaine en 2010, un viol était commis toutes les 3 heures, que ces femmes seraient davantage violées par leurs compagnons que tuées par le feu ennemi. Que le gouvernement marocain aura légalisé le viol d'un mari envers son épouse de sorte à respecter dans l'union les merveilleux devoirs conjugaux, ou que le gouvernement chinois aura instauré sa politique de l'enfant unique. On entendra même parler de réarmement démographique, ce qui montre bien que notre corps a l'avantage de créer la vie, mais qu'il ne doit le faire ou non qu'en situation de danger. Mon sexe aussi a l'avantage d'être trié, car parfois lorsqu'on le déniche, il finit rejeté. Et c'est ainsi que dans l'ensemble de nos 198 pays, seulement 14 respectent l'égalité entre hommes, femmes à un haut degré. 14. Constatez alors qu'en refusant de socialiser un homme comme une femme, nous condamnons les sociétés et les États à payer le coût de la virilité, c'est-à-dire les économies pouvant être réalisées par la France si les hommes se comportaient comme des femmes. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'écrit Lucille Peytavin dans son ouvrage « Le coût de la virilité », où elle l'estime à plus de 95,2 milliards d'euros par année. Rappelez-vous bien que Madame de Beauvoir aura cité « On ne naît pas femme, on le devient », que son raisonnement est juste, et je pense alors qu'il est temps de changer. Et c'était Cassandre et Omaïma, on peut les applaudir très très fort. Merci à elle et à leurs supporters. C'est ma première fois. Pardon? Bah, c'est mon premier rendez-vous. Ah! Félicitations. Et un rendez-vous 2? C'est une coloscopie. Ah! Bon courage. Vous attendez? Ah, merci. Je vais au 5e. Oh, pareil. Et sinon, vous faites quoi C'est quoi ce bordel? C'est quoi? C'est un ascenseur ou quoi? Ne vous inquiétez pas, c'est une petite panne, ça dure 2-3 minutes, c'est pas très long. Ouais. Il y en a pour qui 2-3 minutes? C'est plutôt long, hein. Ouais, sinon, vous faites quoi ici? Ouais, je travaille ici. Ah, vous travaillez ici? Ouais. Je l'ai déjà dit. Vous êtes courageuse, hein, parce que l'hôpital, il est super grand. Ouais, ça va, on a du taf, hein. Et pour faire le ménage, là, la galère, hein. Ouh. Mais moi, je suis docteur. Ah, il y a des... Ouais, docteur dans les hôpitaux, ouais. Ça va être plus longtemps. Okay. Et vous? Bah, moi, j'ai pas de boulot.
Ah, vous travaillez pas? Si, j'avais un boulot, mais je travaillais plus, quoi. Ah! Oui, parce que vous savez, il y en a, ils font rien de leur vie, ils en branlent pas une. Ah si, je... On est content de le savoir. Et vous faisiez quoi avant? Moi, je travaillais dans une grande entreprise. Bon, je peux pas dire les trucs et tout. Ah ouais. J'étais caissier en chef. Du coup, je gérais caisse, rayon. Et, Grosse responsabilité. ouais. Et pourquoi vous travaillez plus? je me suis fait virer, en fait. J'avais un transpalette et j'ai tourné et j'ai abattu un collègue. C'est une blague. Ok, j'ai failli me faire avoir. Non. Enfin, Elle est longue la panne. ça, c'est ce qu'elles disent toutes, hein. Elle est vraiment très longue, ouais. Très longue. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, pas grand chose, là, faut attendre que ça reparte. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux? Coincés dans un ascenseur? Je vois pas ce que vous voulez dire. Non, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de sportif, j'ai besoin de bouger. Je suis un mec. Oh non, pas moi j'aime bien rester comme ça. Vous trouvez pas, il fait chaud? Moi, j'ai chaud Ah un non, peu. pas du tout. Ah, si, moi, j'ai. Ah, ça j'ai repart, chaud. ça repart. Ah bah elle est partie. Bon bah. Bah je t'ai mis pourquoi moi? Moi je crois une. Ah oui, ma coloscopie. Bon bah je vais attendre là. Hein. Je vais attendre là. Je t'ai pas dit, tout à l'heure je suis restée bloquée dans l'ascenseur avec un teubé et un gros con. Hein. Ah ouais, non, vraiment, je te jure. Bon, c'est qui le prochain? Coloscopie. Ah putain, mais comme l'autre. Oh, c'est qui? Lui là-bas? Oh putain, c'est lui. Bon bah on va le chercher. Dis aux deux autres de venir là. On y va. Rebonjour. Elle finit toute par revenir. Hein. J'ai besoin que vous enfiliez ça, s'il vous plaît. Ah. Donc, on va procéder à votre opération. On va d'abord vous endormir avec une anesthésie. Puis, bah voilà. Et vous pouvez monter sur le... Ah, ok. Bah, allez-y. Je vous en prie. Ah, il est à l'envers, là, mais c'est pas grave. Ok, bon. Vas-y, Robert. Oh, une île. Il était une fois simple voyageur. Il était une fois tendre villageoise. Sur la mer, sans aucune peur. Sur la terre, sous un toit d'ardoise. Il avait quitté sa maison, inspiré par la pirogue. Il avait rejoint l'horizon. À présent seul, il vogue. Elle vivait bien entourée, protégée par ses racines comme un arbre dans la forêt, au plus proche de ses origines. Simple voyageur, oubliant son îlot, échappe aux terres hostiles, ballotté par les flots. Ses amitiés aux crocodiles. Tendre villageoise est née ici, dans ce village au bord de l'eau. Et quand tant d'autres sont partis, elle reste près de son berceau. Comme un preux chevalier, à la recherche de nouvelles contrées, dans sa quête de liberté, il fuit en vain son identité. Comme une douce fée, trop prudente pour s'envoler, elle choisit la sécurité à cette quête de liberté. Qui aurait pu imaginer que deux mondes si éloignés pourraient un jour se rencontrer? Un détour, une escale, ils se sont rencontrés. Je suis enfant de la mer, ma vie n'est qu'un courant d'air. Je suis une enfant du village, ma vie n'a qu'un seul paysage. Un regard, une parole, les voilà présentés. Ton feu peut te réchauffer, ton toit peut t'abriter. Pourtant, le monde t'a échappé. Que cela t'importe si cela me plaît. Toi, en revanche, le vent peut te pousser, les vagues te guider. Sans racines, où iras-tu t'ancrer? Sans attache, je ne suis pas encombrée, me voilà libre d'aller où il me plaît. Des questions, des réponses, une amitié est née. N'as-tu pas peur de t'endormir sous le poids des années? Voir le monde s'estomper sans pouvoir l'embrasser?
Ma vie se trouve où j'ai tissé des liens. C'est sur cette terre que je trace mon chemin. Toi qui te terres dans les eaux indomptées, ne cherches-tu pas une plage où te reposer? Il se pourrait que je l'ai trouvée, cette attache espérée en secret. Et si tu me le permets, j'aimerais rester à tes côtés. Ils partagèrent quelques jours, comme un instant hors du temps. Mais aussi fort que soit leur amour, l'appel du voyage restait trop présent. Il lui parlait de l'horizon, des mondes à découvrir. Elle lui parlait de sa maison, de la sagesse des anciens. Mais il devait poursuivre son voyage sans fin. Il lui proposa alors de l'accompagner. « Viens avec moi, je t'offre tout un monde. On se protégera lorsque le tonnerre gronde. On s'endormira sous le ciel étoilé. On se protégera. On sera ensemble pour l'éternité. » Un silence, un espoir. Une cruelle vérité. J'aimerais te suivre, mais je ne le peux pas. Je n'ai pas le droit de quitter ma famille. Même si je t'aime, n'en doute pas, je me dois de rester sur mon île. Ils se séparèrent un matin embrumé, en se promettant d'un jour se retrouver. Elle sait à présent où regarder à l'horizon. Il sait que, où qu'il aille, il aura une maison. Ainsi, l'unité entre le voyage et l'enracinement se révèle dans les gestes des amants persistants. Entre la quête du vent et la stabilité du sol se tisse la vérité des mondes qui se frôlent. Son voyage sera de l'aimer lui. Son ancrage sera de l'aimer elle. Car c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue. Vous allez bien? Chers amis, écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait bien être le tournant de votre vie. À 27 ans, je me tiens devant vous avec le poids de mes erreurs et la clarté que seuls les échecs peuvent offrir. J'ai commis l'erreur monumentale d'abandonner mes études. Je me suis perdu dans un labyrinthe sans issue, dans des jobs sans âme, à me demander pourquoi le monde avançait sans moi. J'ai touché le fond et j'ai même frôlé la mort. Mais c'est là que j'ai compris une vérité essentielle. Personne ne viendra vous sauver. Vous êtes jeune, vous hésitez, vous doutez, vous manquez parfois de motivation. Je le sais, j'étais comme vous. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne d'autre ne vous dira avec autant de conviction. Le monde ne vous attendra pas. Chaque minute que vous passez à tergiverser est une minute que vous ne retrouverez plus jamais. Chaque page que vous lisez est une munition dans l'arsenal de votre savoir. Chaque heure passée en classe est un investissement inestimable. Ces moments peuvent vous paraître inutiles ou même ennuyeux, mais ils sont les briques de l'édifice de votre futur. Chez moi, c'était pas vraiment la joie. Je n'ai pas grandi dans l'abondance. C'était plutôt les factures étalées entre le pain et la soupe. Mes parents n'ont pas eu le luxe de choisir leurs rêves. Ils ont choisi la survie. Mon père, je ne le voyais pas beaucoup. Il travaillait beaucoup. Quand il rentrait le week-end, parfois, quand je pouvais l'avoir au téléphone, les premiers mots qu'il me disait, c'était « Tu as été sage à l'école, tu as été gentil avec la maîtresse, tu as eu des bonnes notes ?» Et ma mère, elle aussi, a beaucoup travaillé pour s'occuper de nous quatre, pour qu'on puisse avoir un frigo plein. Je suis grandi et je me suis construit avec ceux qui n'ont jamais eu. Je suis le fruit de leur renoncement. Alors, ne me parlez pas de haine, ne me parlez pas de « je ne suis pas motivé ». Vous avez en vous cette opportunité, cette chance, une dette à honorer. Pas pour sublimer, pas pour culpabiliser, mais pour sublimer. Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ceux qui sont oubliés pour que vous existez. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel inexploité. Le fantôme des idées, sur lequel vous n'avez jamais agi. Le fantôme des talents que vous n'avez jamais su exploiter. Ils sont là, en colère, déçus et bouleversés. Ils s'approchent autour de vous et vous disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie. Mais maintenant, il est temps de t'accompagner dans la tombe. » Combien de fantômes seront présents lorsque votre heure viendra? Mais le chemin ne sera pas facile. Il sera semé d'embûches, de doutes, de sacrifices. Et c'est précisément ces obstacles qui forgeront votre caractère, qui vous rendront plus fort et plus résilient. Parce que vous avez en vous, beaucoup plus puissant que vous imaginez, vous avez la capacité de changer le monde, de laisser une empreinte indélébile.
Mais tout commence par une décision, un engagement total avec soi-même. Alors je vous le demande, qu'allez-vous faire? Allez-vous rester dans l'ombre ou briller de tout votre éclat? Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Saisissez-la, étudiez avec acharnement, acceptez l'échec comme un tremplin. Tombez, mais tombez vers l'avant. Est-ce que vous savez que vous êtes déjà tombé plus de 2000 fois? Ouais, 2000 fois. Quand vous vouliez apprendre à marcher, vous êtes tombé plus de 2000 fois. Mais est-ce que vous êtes arrêté à la première chute? Chaque effort que vous faites aujourd'hui est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Chaque échec vous rapproche du succès. Chaque chute vous apprend à vous relever plus fort. Alors avec tout ce que je vous ai dit, enflammez-vous, brûlez d'ambition et montrez au monde de quoi vous êtes capable. Votre avenir commence maintenant. Prenez-le à bras le corps et ne revenez jamais en arrière. Merci à tous. J'ai ouï dire, déambulant sans but dans le lycée, que notre gouvernement était très controversé en ce moment, et notamment par les jeunes que vous êtes. Entre mauvais partis, mauvaises décisions et très mauvaise situation internationale, vous êtes fatigués. Mais la seule chose qu'il vous manque est un symbole, une personne autour de laquelle vous rassemblez, comme une lumière vous guidant dans l'obscurité oppressante où vous vous trouvez. Eh bien, bonjour à vous, enchanté, honorable peuple. Me voilà, prêt à vous libérer de tous vos tourments. Cette situation n'a que trop duré, et c'est pourquoi j'ai décidé de bâtir avec vous un empire, d'unifier les Français et Françaises autour de moi. Que sous mon commandement, libérés des chaînes de la démocratie, c'est-à-dire nous, prenions des décisions rapides et efficaces afin de redorer l'image de la France, son charisme d'antan et d'améliorer vos vies au mieux. Il est vrai que mon propos peut paraître enfantin, irréalisable et insensé. C'est vrai, vous tenez à votre précieux droit de vote. On ne peut pas vous en vouloir. Vous avez été élevé en tant que bon gaucho, végano-socialiste. Mais vous allez voir, l'un n'empêche pas l'autre, et je vous aiderai et vous accompagnerai pour guérir ce handicap. Nous allons ensemble écrire une nouvelle constitution. Et encore une fois, j'ai pensé à vous en vous évitant bien des peines, de nuits blanches et du travail, étant donné que vous n'aurez qu'à recopier celle que j'ai préparée pour vous. Bien sûr, comme vous l'aurez remarqué, vous, ma future assemblée, êtes bien plus nombreux que moi. C'est pourquoi, pour plus d'équité, je me suis accordé les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Gage de mon engagement envers notre France. Mais j'accorde un point d'honneur à écouter l'avis du peuple. C'est pourquoi tout le régime sera sur la base du plébiscite. À chaque texte de loi proposé, vous pourrez répondre au choix « oui »,« j'adore » ou bien « peut-être ». Car vous serez les vrais dirigeants. Tu seras le vrai dirigeant. Tu seras la vraie dirigeante. Vous tous, sans exception. Bon. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Imaginons. Non, projetons-nous. En 2040, la France est à son apogée. Ayant effacé la patine de l'obscurantisme moderne, elle s'élève. Majestueux empire colonial et économique, elle a su utiliser ses moyens non pas pour aller sur Mars ou dans l'espace, mais pour réparer sa planète mourante. Avec son dirigeant charismatique, elle a unifié l'Europe et continue sa course vers la perfection, tandis que les besoins en énergie diminuent grâce à la nouvelle politique du pays. Ce nouvel État est totalement pacifiste, car quiconque oserait corrompre le pouvoir ou mettre en péril cette utopie serait guillotiné sur la place publique. N'est-ce pas sublime? Maintenant que vous êtes convaincus, je sais ce que vous pensez. Pourquoi lui? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Eh bien, je vais vous répondre. Parce que je suis préparé.
parce que je m'y suis préparé. C'est vrai quoi, je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur, je suis meilleur. Je suis le Messie que vous attendez. Nombre d'entre vous ont pu constater mon audace et mon engagement. Je saurai être à la hauteur de vos attentes, car je vous adore et vous m'adorerez. Le ciel vous a fait don d'un cadeau que vous ne pouvez refuser. Comme Napoléon, nous brandirons notre drapeau, qui ne sera plus tricolore, mais une représentation de mon visage pour un petit côté artistique. À présent, faites honneur à ce texte écrit spécialement pour vous. Pauvres mortels, vous y voyez peut-être un amusement, une provocation, une insulte. Mais il s'agit d'un avertissement et d'une requête. Car le prophète qui vous guidera vers la lumière, ce miracle est entre vos mains, ou plutôt en face de vous. Valeureux sujet, aujourd'hui est la présentation du plus grand projet de votre vie, l'avènement d'un nouvel empire de France. Et c'est moi, Noah Ier, qui vous le dis. Merci de m'avoir écouté et surtout, faites le bon choix pour votre France, pour votre liberté, pour vos frères et sœurs d'autres pays qui n'attendent qu'une seule chose, de se faire conquérir. Je dormais paisiblement près de ce garçon que j'aimais éperdument, quand soudain sa main s'est glissée sur ma peau, sans que je l'aie autorisé. Je lui avais pourtant dit non, clairement, mais il n'a pas arrêté ses gestes troublants. J'ai senti ses doigts, d'ordinaire si doux, si apaisants, mais cette nuit-là, ils étaient rugueux et dérangeants. Leur caresse, jadis tendre, s'est faite oppressante, transformant l'intime en une douleur lancinante. J'étais pétrifiée, figée par l'effroi. Je n'osais plus bouger, ni même parler. Mon bien-aimé faisait ce que je redoutais. Il volait mon intimité. Je n'étais plus là, mon âme envolée, mon corps, lui, restait, sale et dégradé. C'était cependant mon petit ami. Alors est-ce un attouchement, un vol de mon corps, ou l'ombre d'un désir qui déforme l'accord? Est-ce pardonnable? Est-ce punissable? Il s'est excusé 1000 fois, ces mots pleins de regrets, promettant qu'il ne toucherait plus sans mon consentement. Jamais. Mais chaque nuit, quand il croyait que je dormais, il recommençait à briser ce que j'avais de plus secret. 321 000 femmes en France ont déjà été victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Parlons, dénonçons, accusons. Victimes, vos mots résonnent, on vous entend. Accusés, vos gestes trahissent, on vous attend. Je m'adresse à vous, hommes, femmes, enfants. Sachez que dans ce monde où l'injustice règne et nous fait frémir, ce sont nous, les femmes, qui devons apprendre à nous protéger et à nous aguerrir. Car eux, les hommes, sommes incapables de contenir leurs désirs. Ils ont été éduqués par des films de boules, dans lesquels les femmes sont des chiennes et les hommes sont déchaînés. Dans les affaires de violences sexuelles, 94% des plaintes n'aboutissent pas. Alors je dis honte. Honte à notre République, honte à notre justice, honte aux violeurs, honte à tous ceux qui savent et choisissent le silence, à ceux qui détournent les yeux devant tant de violence. Combien de fois ai-je entendu ces discours détestables? Elle l'a bien cherché, sa tenue est coupable. Ou encore, je suis un homme, je n'y peux rien, un décolleté attire, qu'elle soit mineure ou non, c'est inévitable. Sous prétexte d'un instinct qu'ils osent glorifier, ils ignorent la gêne, la peur, la dignité. Ces mots, ces regards, ces gestes déplacés ont brisé tant de femmes sans jamais s'excuser. Le mot pute pour qualifier une femme est bien trop souvent utilisé. Je donne mon numéro, je suis une pute. Je ne le donne pas, je suis une pute. Je suis sociable, je suis une pute. Je suis timide, je suis une pute. Je souris trop, je suis une pute. Je ne souris pas, je suis une pute. Quand est-ce que cette société patriarcale va s'arrêter? Non, je ne donne pas mon numéro par pure envie, mais par peur qu'un simple refus puisse m'enlever la vie. Non, je ne suis pas réservée par pure envie, mais par peur qu'un simple sourire puisse passer pour une invitation inouïe. Savez-vous ce que ça fait d'être suivi dans la rue, d'entendre des sifflements, des propos crus et tendus, d'être victime de frottements, de mains déplacées, là où jamais elle n'aurait dû s'aventurer? C'est notre quotidien. À nous, les femmes meurtries, de porter ce fardeau que d'autres ignorent ou fuient. Chaque regard pesant, chaque geste intrusif rend notre existence un combat incessant, corrosif.
Le viol fracture l'intime et laisse des traces vives, tout comme les violences conjugales qui dégradent et privent. La première fois, j'ai cru que c'était un accident, un geste de colère, un moment imprudent. Il s'est excusé, les yeux pleins de regrets, mais au fond de moi, une peur est née, discrète. Mon conjoint, une personne avec qui je suis censée pouvoir m'abandonner, par peur d'être frappée, je n'ose plus m'imposer. Les baisers se transforment en coups sur noix, et chaque fois, il s'excuse, mais je n'y crois. Je me dis que c'est de ma faute, que j'ai mal agi, mais au fond de moi, une voix me dit « Fuis pour ton destin, car sinon ta vie va partir entre ses mains. » Quand l'amour étouffe et devient prison, il faut s'enfuir sans hésitation. Mais je reste là, paralysée par la peur, espérant qu'un jour il change, qu'il efface ma douleur. Pourtant, je sens au fond de moi cette vérité, que l'amour ne doit pas faire de moi une éternelle abîmée. Plus de 271 000 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2023. Exposons, condamnons, incriminons toutes les formes d'abus qui détruisent des vies. Victimes, votre douleur parle, on vous croit. Bourreaux, vos actes condamnent, on vous voit. Un bleu ne doit pas être une honte à cacher, mais une force pour enfin tout dénoncer. De cette douleur naît la voix qui s'élève pour que l'injustice à jamais ne s'achève. En 2024, plus d'une centaine de femmes ont perdu la vie sous le coup de leur mari. Une femme sur 10, c'est bien trop déjà, quand l'amour s'efface sous le poids des dégâts. Faut-il que je sois sans vie pour que l'on me croie victime? Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voie la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Alors, messieurs, mesdames, tout cela pour vous dire que ce ne sont pas à nous de protéger nos filles, mais à vous d'éduquer vos fils. Just come outside for the night. Take your time, get your life, shut it down. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the... I had the wildest dream last night. In Ibiza, right across from Ushuaia, there was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go.